Tu peux avoir une bonne offre, tu peux avoir du chiffre, tu peux avoir du résultat, tu peux même avoir une vision. Si tu recrutes encore des personnalités insécures ou alors des enfants adultes, eh bien, tu saboteras tout ce que tu essaies de construire. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Antoine Audibert et j'accompagne des dirigeants, entrepreneurs en profession libérale à incarner une posture d'autorité qui est sereine. En fait, la problématique qui est sous-jacente du recrutement, c'est l'attachement. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tu pourras faire le nombre d'annonces que tu veux, tu pourras changer le process de recrutement, déléguer cette tâche, demander des références, eh bien, tu te retrouveras dans les mêmes types de scénarios. Parce que le véritable scénario qui est sous-jacent, c'est un scénario qui est relationnel et qui parle de relation, parle aussi d'attachement. Et ça, c'est une chose dont on ne parle pas suffisamment. Et justement, dans cette vidéo, je vais te présenter trois choses. En numéro 1, pourquoi ton style d'attachement influence directement ta manière de recruter et de manager. En numéro 2, comment reconnaître les profils immatures sans tomber dans de la pseudo-psychologie ou de la lecture magique des gens. Et enfin, en 3, comment mettre en place un filtre clair pour que ton entreprise cesse d'être un refuge pour des personnalités insécures. Et ça, je le sais très bien parce que moi-même, j'ai été dans ce type de scénario, notamment pour ma propre entreprise. En voulant être sauvé par les autres, eh bien, j'ai attiré à moi des personnalités insécures qui disaient qu'ils voulaient construire quelque chose avec moi dans mon entreprise et puis finalement se sont complètement déresponsabilisés, n'atteignaient pas leurs objectifs ou alors rentraient dans de la suradaptation avec moi en me disant oui constamment. Ce qui faisait que ça renforçait chez moi une posture immature et insécure parce que je n'avais pas compris les dynamiques d'attachement. Et quand j'ai commencé à changer ma posture et aussi ma compréhension de l'attachement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à beaucoup mieux filtrer, à beaucoup mieux m'entourer et à atteindre des chiffres d'affaires que je pensais complètement impossibles à mon échelle. Et pour te donner un exemple, eh bien, je me rappelle à un moment donné, dans la structuration de mon entreprise, j'avais voulu m'entourer de personnes expertes dans leur domaine, plus liées à de la santé, et à vouloir créer une espèce de comité qui permettrait d'accompagner des clients à élever leurs standards à travers un accompagnement beaucoup plus complet avec plus de personnes qui interagissaient. Et la première chose que je voyais, c'était que quand je mettais en place une réunion pour parler de stratégie de communication, eh bien, il y avait plein de gens qui n'étaient pas présents à la réunion à l'heure, ou alors ne mettaient pas en place les choses que je partageais de façon complètement offerte pour les aider à se développer aussi dans leur communication. Et quand j'ai fait ce shift, eh bien, la première chose que j'ai faite, ça a été de me séparer de ce type de profil et à complètement élever mon accompagnement en le faisant par moi-même plutôt qu'en étant mal entouré. Et ça, c'est une chose que j'observe très fréquemment dans de nombreuses entreprises, par exemple des chirurgiens dentistes qui s'entourent avec des personnalités insécures, qui sont censés être les responsables managériaux de leur entité et qui ne font pas leur travail de cadre. Ce qui fait qu'il y a une déresponsabilisation des équipes et donc ça crée une culture de déresponsabilisation, de manque de clarté, de manque de communication et à la fin, ça a été les patients qui ont payé le prix fort. Et donc à la fin, le cabinet et donc à la fin, le dirigeant. Et ça, c'était dû à cet attachement anxieux qui existait chez ma cliente et qui se traduisait par une posture parfois de séduction, de suradaptation, d'absence de cadre. Et cette absence de cadre créait de l'insécurité, ce qui renforçait finalement les comportements insécures de ces équipes. En bref, c'était un véritable cercle vicieux. L'attachement se traduit dans 4 modes. Un mode anxieux, évitant, désorganisé ou alors sécure. Et l'idée, c'est au stade que tu veux aller, développer un attachement sécure qui va te permettre d'être factuel par rapport aux résultats et d'être dans des relations plus saines avec les autres. Et donc d'attirer à toi des talents qui savent eux-mêmes se réguler. Et là, dans ce contexte, ma cliente, au début, m'a dit la même chose que ce que tu penses peut-être maintenant. Mais quel est le rapport entre l'attachement et le travail? Parce que l'attachement, quand on l'entend comme ça, on pense que c'est que lié au couple ou alors au lien avec ses parents. En fait, non. La théorie de l'attachement, elle traduit l'ensemble des comportements qu'on va avoir et qui ont été façonnés justement par le lien avec nos figures d'autorité et autres que les parents, aussi les professeurs
et le reste de sa famille de façon générale. Et donc, ça a ancré en nous des modes de fonctionnement qu'on vient réinvoquer dans des situations, et notamment le recrutement et la collaboration dans son entreprise. En fait, c'est juste un prisme relationnel qu'on a habituellement, qui fait partie de notre système automatique et qu'on utilise dans nos interactions quotidiennes et notamment dans notre entreprise. Et plus récemment, eh bien, il y a des méta-analyses qui ont démontré l'impact énorme de l'attachement. Donc là, c'est une méta-analyse de 2024 qui a étudié plus de 109 échantillons indépendants et plus de 32 000 participants, à quel point l'attachement au travail est fortement lié à des problématiques majeures de burn-out, d'inefficacité et de satisfaction. Donc c'est un véritable sujet business, un sujet aussi de rentabilité. Parce qu'un dirigeant qui a un attachement anxieux ne filtre pas comme un dirigeant qui a un attachement sécure. Et pareil pour un attachement évitant. Et donc on comprend que quand tu ne travailles pas ton attachement, eh bien tu ne travailles pas ton recrutement. Et donc c'est pour ça que je vais te donner différents types de cas, par exemple le recrutement anxieux. Le recrutement anxieux, en fait, il va chercher en fait la validation de l'autre personne. Il cherche la sympathie, il cherche la chaleur, il cherche la cordialité, l'humour, le fait qu'elle paraisse motivée. Et c'est là que beaucoup de dirigeants qui ont un attachement anxieux se font avoir. Parce qu'ils vont voir une forme de motivation présente, mais qui n'est pas la démonstration du maintien du cadre. Ça va être des collaborateurs qui vont te soulager pendant 1 ou 2 mois, puis vont être une charge sur le restant. Et pour ça, eh bien, la recherche a démontré que les entretiens qui étaient non structurants, qui étaient basés sur des conversations ou qui n'étaient même pas basés sur des dynamiques situationnelles, comme des mises en situation, avaient beaucoup plus de chances d'amener à des collaborations qui allaient être insécures sur la durée ou inefficaces, plutôt que sur des collaborations qui étaient efficaces. Parce que l'intuition conversationnelle est un mauvais filtre. En gros, le problème de ce premier type d'attachement, c'est qu'il manque de structure et de méthode. Le deuxième type, c'est l'attachement évitant dans le recrutement. Donc là, ça va attirer des profils qui vont sembler responsables, qui vont être dans une forme d'indépendance, qui vont être silencieux, renfermés dans de la technique, mais qui ne vont pas avoir une posture fiable et communicante. Et donc là, le problème, c'est que tu vas attirer des profils qui vont avoir une tendance à rester dans leur bulle sans communiquer et qui vont, de ce fait, créer des non-conflits qui vont exploser peut-être plus tard. Et là, quand ça casse, c'est déjà trop tard. Le troisième type de recrutement, c'est le recrutement basé sur un attachement désorganisé. Donc ça, c'est l'un des plus fréquents chez les profils plutôt entrepreneurs, puisqu'ils ont été probablement déçus dans le passé par les deux extrêmes, et donc vont vouloir attirer et être attirés par des profils qui veulent être sauvés, qui ont une problématique, et donc eux vont arriver en tant que sauveurs, même si ça vient desservir le projet de base. Pourquoi ils font ça? Parce que ça leur donne une position forte qui est je vais sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu te dis ah, je vois le potentiel chez les autres. Et en général, le potentiel, c'est souvent simplement une projection de ce que tu ferais si tu étais à la place de l'autre. Et donc la vraie question, c'est est-ce que cette personne en face de toi est capable de respecter le cadre pour que ce potentiel serve l'entreprise? C'est ça ta seule question. Mais alors, comment identifier ce type de profil? Eh bien, je vais te donner plusieurs filtres. Déjà, en numéro 1, c'est la structure avant l'intuition. En gros, tu dois sortir du recrutement au feeling. Tu dois sortir de ce type de recrutement basé sur des discussions et un feeling propre à chacun qui n'est absolument pas objectif. En gros, pour sortir de ça, tu dois sortir du est-ce que je l'aime bien et rentrer dans sur quel comportement concret je peux identifier si oui ou non cette personne est fiable ou pas. Et quand je parle de fiabilité, je parle aussi de maturité émotionnelle. Donc, ça veut aussi dire que tu dois avoir une connaissance précise des missions que toi, tu as dans ton activité. Si tu ne sais pas quelles sont exactement les tâches précises que tu attends par rapport au poste que tu affiches, eh bien, tu auras des personnes qui seront floues. Parce que les personnalités qui sont sécures vont challenger tes attentes vis-à-vis de ce que tu veux dans ton entreprise. Et si c'est pas précis, eh bien, il y a de grandes chances qu'elles partent. Donc, la première étape, c'est déjà de savoir exactement ce que tu attends comme comportement
vis-à-vis du poste. Et donc, en mettant en place une annonce précise avec les comportements associés, bah déjà de 1, il y aura beaucoup plus de chances que tu attires ce type de profil. Ça crée de la structure plutôt que de l'intuition. Donc prends le poste, détaille-le de façon observable jusqu'au micro-comportement, et une fois que tu as ça, ça va te permettre de l'inclure dans les fiches de poste ou justement dans l'entretien en posant des questions par rapport à ce type de comportement et si la personne l'a déjà mis en place et comment elle réagirait face à une situation. Et donc, toi, tu verras par rapport à ces réponses déjà si il y a des comportements que toi, tu attends forcément. Deuxième chose à mettre en place, c'est la mise sous contrainte légère. En gros, ce que tu veux voir, c'est comment la personne réagit face à des situations spécifique et si elle sait se réguler. Si elle ne sait pas se réguler, elle rentrera dans de l'attaque, dans du figement, dans de la fuite ou dans de la suradaptation avec de l'humour. Et donc, ça va te dire si la personne va être sécure, insécure, anxieuse ou évitante. Si elle est anxieuse, elle va rentrer dans de l'humour, elle va changer de sujet ou elle va rentrer dans de la fusion avec toi en essayant d'utiliser du love bombing, en essayant de rentrer dans de l'amabilité avec toi. Si elle est dans de l'évitement, elle va rester dans le silence ou alors elle va détourner le regard en permanence. Si elle est dans de la désorganisation, elle peut se positionner en victime pour que toi tu la sauves. Ou alors elle va tenter de mettre en place des choses, mais ça sera complètement désorganisé. Et donc dans ce contexte, une chose que tu peux faire, c'est littéralement jouer une situation. Jouer une situation qui apparaît dans le poste que toi tu as mis en place pour voir comment la personne réagit dans ce contexte. Et comme ça, tu ne seras pas dans une situation discutionnelle, qui n'est pas intéressante pour ce que tu veux, mais situationnelle. Et tu verras littéralement comment la personne se comporte. Et donc, dans ce contexte, tu verras les comportements que toi tu attends vis-à-vis de la liste que tu as fait au préalable. Et c'est en ça que tu vas voir la véritable motivation, la véritable capacité à respecter le cadre, la véritable fiabilité, plutôt que des discussions qui peuvent être complètement fictives par rapport à la situation et qui pourraient te coûter en temps, en énergie et en argent. Troisième filtre, c'est le rapport au cadre. Ça, c'est une chose aussi que tu peux mettre en situation pour voir comment la personne réagit. Parce que cette personne, elle n'est pas obligée d'être d'accord avec absolument tout. Elle peut être en désaccord, mais elle doit être capable de l'exprimer. En gros, est-ce qu'elle sait poser une question sans rentrer dans du passif-agressif? Est-ce qu'elle sait remonter un problème sans renverser la charge sur l'autre? Est-ce qu'elle sait recevoir une limite sans vivre ça comme une humiliation? Et si elle n'est pas capable de ça, eh bien, en fait, ça va être un indicateur, déjà avant de la faire rentrer en période d'essai, dans ton entreprise, de si elle sait se sécuriser. Parce que concrètement, une personnalité adulte, un recrutement adulte, avec des personnalités matures, ce n'est pas que recruter quelqu'un de compétent. Si c'était que ça serait facile. C'est savoir recruter une personne qui sait se responsabiliser, qui peut vivre dans un système de responsabilité sans passer son temps à lutter contre le cadre. Quatrième filtre, la cohérence entre autonomie et coopération. En fait, il y a des personnalités qui sont très autonomes mais ingouvernables, des personnalités gouvernables mais très peu autonomes, et ce que toi tu souhaites, c'est des personnes qui ont la double capacité. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi je m'attache énormément à l'attachement, notamment aussi sur le recrutement, parce que la théorie de l'attachement vient aussi induire une forme de leadership. La sécurité relationnelle est facteur de compétence et de coopération. En gros, quand on sait se sécuriser, on est capable de collaboration et d'efficacité. Et donc en entretien, ton objectif, ça va être d'observer cette capacité-là aussi dans sa manière de communiquer sur elle-même. Est-ce que la personne parle uniquement d'elle? Est-ce qu'elle sait expliquer comment elle s'en sert dans un groupe? Est-ce qu'elle sait contribuer sans se dissoudre? Est-ce qu'elle sait prendre sa place sans prendre le pouvoir partout? Et c'est en ça, grâce à ces 4 filtres, que tu vas te permettre de mieux filtrer en entrée et aussi mieux attirer des profils qui sont fiables, sécures et qui seront aussi compétents. Parce que dans les environnements les plus exigeants où j'allais, j'ai observé une seule tendance. Les personnalités insécures n'étaient ni compétentes ni fiables. Elles ne savaient pas communiquer, elles ne savaient pas poser de limites et elles ne tenaient pas sur la durée. Et ça se voyait sur qui tient son rôle quand la pression monte.
Est-ce que les personnes restent bloquées dans de la technique ou alors est-ce qu'elles savent communiquer? Qui prend sa responsabilité? Qui sait remonter les problématiques sur le terrain, même si ça concerne leur propre responsabilité? Et ça, il y a plein de travaux scientifiques qui le démontrent, notamment les travaux de Ronen et Zuroff, qui montrent aussi qu'une plus grande sécurité vis-à-vis de l'attachement, vis-à-vis de la connexion et de la communication augmentait fortement les comportements de leadership et de responsabilisation. En bref, une personne qui sait se sécuriser sera nécessairement un meilleur élément. Et pour ça, déjà de base, le dirigeant doit se sécuriser parce qu'il est le modèle aussi de l'entreprise. Mais alors pourquoi est-ce que je parle de modèle à ce niveau-là? Parce que même si, supposons, tu intègres une personnalité qui est fiable, qui est mature dans ton écosystème, si tu te retrouves à valoriser des comportements toxiques, des comportements d'évitement, des modes anxieux, des modes insécures, voire des alliances implicites, tu es en train de renforcer des comportements et envoyer un message clair aux personnalités sécures, fiables autour de toi. Parce que ce que tu tolères enseigne plus que ce que tu dis. Donc il faut qu'il y ait une forme de cohérence par rapport à tout l'environnement. Et ça se règle avec deux choses. Le niveau 1, bien évidemment, c'est ce qu'on a dit, c'est le filtre à l'entrée. Être capable d'avoir un meilleur filtre, montrer quel type de comportement tu veux, faire des mises en situation et ensuite mieux filtrer et valoriser le type de profil qui rentre dans ton écosystème. Et numéro 2, c'est le filtre de maintien. Avoir des rôles clairs, des conséquences qui sont claires, de l'écrit, des feedbacks rapides, un recadrage qui est propre et pas d'ambiguïté. Et là, je vais te dire une chose qui va peut-être pas te plaire et qui traduit très souvent les entreprises qui sont justement immatures et qui maintiennent ce profil immature au quotidien. Certains dirigeants veulent une équipe mature, mais évitent de créer de la frustration chez les profils qui sont immatures. Et donc, maintiennent une culture toxique dans leur entreprise, ce qui fait fuir les bons éléments et maintiennent les mauvais. En bref, tu ne peux pas choisir les deux. Tu ne peux pas choisir de bons éléments et une culture qui ne valorise pas ces bons éléments. Et donc, dans ce contexte, ce n'est plus comment recruter mieux, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir comme comportement des personnes que tu recrutes. Des comportements qui alimentent l'ambition, qui vont peut-être te challenger parce qu'ils veulent plus que toi-même dans ton entreprise, ou alors à l'inverse, tu vas rechercher de la validation, des profils qui vont se suradapter, qui vont être évitants et insécures. Et quand tu répondras à ces questions, tu auras ton plan d'action qui sera clair pour mieux recruter.